s'agit d'un repas professionnel dans le secteur public ou privé, comment ça peut impacter l'organisation ou le déroulé du repas justement? Les repas publics maintenant c'est très organisé, mais ça reste à la disponibilité des clients. C'est-à-dire qu'eux ils choisissent soit leur budget, soit leur style de menu et on répond à leurs demandes. Donc c'est plutôt quelque chose de très fluide et très agréable. Le repas d'affaires privé, c'est un peu plus particulier où parfois ils ont soit le budget, soit rien du tout. Entre les deux, il n'y a pas de préférence. Les deux, en règle générale, on a besoin d'être carré aussi bien pour eux que pour nous. Les montants varient bien sûr en fonction bien sûr du choix du repas. Il n'y a pas de plus fort de repas chez le public que chez le privé ou vice-versa. Ça dépend vraiment de la destination du repas. Quels sont les plats et les boissons les plus consommés durant un repas d'affaires? Bien sûr l'eau pétillante sur table. Alors moi je travaille avec des bouteilles verres consignées, litres, et je mets directement la quantité qu'il faut parce que pour moi c'est une obligation d'avoir assez d'eau pour le repas. Même si c'est accompagné de vin, il ne faut pas limiter la consommation d'eau dans le repas. Donc c'est à discrétion du client, on va dire ça comme ça. Le café à la fin du repas, bien évidemment, tout le temps. Le troisième, ça serait bien sûr le verre de vin. Point de vue repas, on part sur des choses consensuelles parce que qui dit repas d'affaires, si c'est en dessous de 10 personnes, on peut faire la commande avec un choix. Si c'est au-dessus de 10 personnes, pour l'efficacité de l'envoi et pour respecter le temps du repas, on est obligé de faire un repas préparé dans le menu. En règle générale, on évite tout ce qui est viande, tout ce qui est carnassier de bœuf. On évite tout ce qui est à base de porc. Donc on part souvent soit sur la volaille, soit sur un plat végétarien, soit sur le poisson. On peut partir sur du cabillaud en poisson avec une petite purée d'huile d'olive, des choses comme ça pour le poisson, pour quelque chose d'assez facile à manger. Le cabillaud, c'est le poisson numéro 1 avec le saumon, on va dire. En volaille, on reste sur le poulet fermier la belle rouge, bien évidemment. Le bœuf, bon, on reste sur le bœuf race Aubrac chez nous, c'est une tradition. Et en entrée, on reste sur l'œuf mayonnaise la plupart du temps, la charcuterie. C'est assez amusant, c'est le repas d'affaires ou le repas, ils veulent des classiques. Chez nous, c'est un œuf mimosa, donc on retire le jaune d'œuf qu'on écrase avec la mayonnaise, qu'on remet dans l'œuf, qu'on assaisonne bien évidemment. Et rarement la charcuterie ou le pâté maison, des choses comme ça. C'est vraiment l'œuf qui est le numéro 1 de vente en entrée. Et en dessert, soit on peut partir sur quelque chose de léger avec des fruits de saison, carpaccio d'ananas, on peut partir sur d'autres trucs. Soit on peut partir sur quelque chose de gourmand, un petit riz au lait, une île flottante, un entremets comme on peut partir sur un fraisier s'ils veulent quelque chose un peu plus lourd. Ça dépend vraiment de l'âge du groupe, s'ils ont fait entrée plat dessert. Et c'est des choses qu'il faut faire attention puisqu'il faut que le repas soit équilibré, facile à l'envoi. Et il faut que ça soit la même qualité du premier au dernier convive. Qu'est-ce que les plus jeunes générations préfèrent versus les seniors? Alors les seniors, les abats sans aucun problème. Je dirais, ils adorent. Nous on a une spécialité, c'est le foie de veau chez nous. C'est le foie de veau qui vient directement de l'Aveyron, de chez la maison Conquet. Donc on le reçoit tous les 2 jours. Tout ce qui est boudin noir, boudin blanc, les tripes, etc. Ça part facilement, même dans les menus de groupe. Les jeunes, ils préféreront plus soit du poisson, soit un bon morceau de viande. Ils iront plus facilement sur un plat très copieux et un dessert plus léger, alors que les seniors iront aussi sur un dessert beaucoup plus lourd parfois. Bon, ils aiment bien le baba au rhum en règle générale, mais ça ne les dérangerait pas de partir les seniors sur quelque chose d'un peu plus lourd. Et toi, en tant qu'Aveyronais, justement, quel regard tu portes sur cette offre de plus en plus végétale, voire végétalienne? Alors il y a un terme qui a été créé il y a plusieurs années qui est le flexitarien. Et je trouve le terme assez vrai. Ça correspond vraiment à ce que faisaient déjà nos parents, nos grands-parents. C'est manger de tout, mais manger bien de tout et manger en quantité de tout. Avoir une offre végétarienne, c'est obligatoire. Au point de vue business, on n'a pas le choix, ça représente quand même une part de marché importante. Ça correspond aussi au fait qu'on en a marre parfois de manger que de la viande ou du poisson. Donc il faut aussi répondre à la demande du client à ce moment-là, même si c'est un amateur de foie de veau qui va manger tous les jours le foie de veau. Un jour, il voudra peut-être manger son plat végétarien chez nous. Mais plat végétarien, ça ne doit pas être un plat industriel végétarien qui recompresse des lentilles avec des adjuvants pour en faire quelque chose qui ressemble soit à un produit bouché comme du lard ou des choses comme ça. Non, je suis désolé, un produit végétarien, c'est tu travailles des produits végétaux. Actuellement, nous on travaille les champignons Montebello qu'on farcit un peu, qu'on aromatise avec des herbes, qu'on fait un peu griller, etc. Et on le fait avec une belle salade verte. C'est léger, c'est parfumé, mais ce n'est pas quelque chose qui est juste décongelé et repassé en boucle. Ce n'est pas une simple ratatouille. C'est sûr qu'à une époque, on faisait de la simple ratatouille avec des pâtes, des choses comme ça. Il y a beaucoup de chefs qui ont du mal à travailler un produit végétarien. Quand on est bistrotier, souvent, on travaille que des produits de bistrot et les gens ont du mal à sortir de ce concept-là. On va arriver toute une nouvelle branche de chefs de cuisine qui sont magnifiques et qui travaillent énormément les produits végétariens et qui en font des best-sellers. Et ça, par contre, c'est très très bien. Mais il faut que ça rentre dans les cursus des écoles
et l'ancienne génération s'en imprègne un peu plus. En 2023, tu as remporté le concours du meilleur pot. Quel est l'impact pour ton activité? Ça part du pot lyonnais à la base, donc le fameux 46 centilitres, qui est une forme de petite bouteille lyonnaise. C'était le pot qu'on retrouvait dans tous les bistrots, c'était le verre ou le pot. Le pot de l'amitié, c'est aussi les échanges, c'est boire un verre. Chacun voit la définition comme il veut. Mais je n'imaginais pas la portée de reconnaissance de la Coupe du meilleur pot. Quand on est venu m'annoncer, c'était à table juste à côté, le jury est venu déjeuner en me disant bah, c'est toi qu'on a sélectionné. J'étais super ému bien évidemment et je me disais chouette, ça va être une belle soirée. Et au final, ça a été plus qu'une soirée, ça a été des rencontres. Alors c'est une rencontre morale, culturelle, philosophique, on va dire même, pourquoi pas. Et ça m'a apporté, je ne pensais pas, un chiffre d'affaires. Alors ce chiffre d'affaires, c'est peut-être une dizaine, vingtaine de tables, j'ai aucune idée. Les gens venaient sans le dire, pas forcément. Mais alors j'ai été surpris que ça m'a apporté quand même autant de clientèle qui venait pour essayer le Sully parce qu'on a vu qu'on avait la Coupe du meilleur pot. Par contre, c'est vrai qu'on l'écrit maintenant bien partout sur toutes nos cartes des vins. Ça met en avant les vins de nos viticulteurs en disant bah, ayez confiance. Génial. Merci beaucoup de ton temps, Romain. La gastronomie est une compétence relationnelle. Découvrez mes ateliers d'initiation et de perfectionnement au repas professionnel. On n'a pas deux fois l'occasion de faire une première bonne impression.